Le roseau de Belleville, la vie légendaire d'Édith Piaf. Les pavés de Belleville. Paris, 1915, un matin froid de décembre. Les rues sinueuses de Belleville, ce quartier populaire et vivant de Paris, étaient comme un labyrinthe de pierres et de destin. Ce matin-là, décembre s'était levé avec une brutalité glaciale, ses doigts de givre s'infiltrant dans les moindres recoins, mordant les façades délabrées et les trottoirs usés par des générations de pas. Le soleil n'était qu'une promesse lointaine, à peine un éclat blafard filtrant à travers les nuages plombés. La rue Sévigné, étroite et tortueuse, semblait retenir son souffle, comme si elle pressentait l'événement qui allait bouleverser son existence tranquille. Annetta Giovanna Gassion, une femme aux traits marqués par la vie, se tenait contre un mur, son corps tremblant moins de froid que de douleur. Chanteuse de rue aux mains calleuses et aux regards lasses, elle était l'incarnation même de la résilience parisienne. Ses cheveux sombres, échappés de son chignon défait, collaient à son front moite, témoin silencieux de l'effort qu'elle était en train de produire. Louis Gassion, son mari, artiste de cirque au physique de bohémien, était là, à quelques pas d'elle. Son regard, habituellement pétillant et insouciant, était devenu intense, presque prophétique. Il savait que ce qui se passait en ce moment même était plus qu'une simple naissance. C'était la venue au monde d'un destin. La sage-femme du quartier, Madame Rousseau, une femme robuste aux mains rugueuses façonnées par des décennies de pratique, était venue assister Annetta. Son tablier blanc était maculé de traces sombres, témoignage de combien de vies étaient passées entre ses mains expertes. Poussez, Madame Gassion, commandait-elle d'une voix autoritaire mais bienveillante. Votre enfant est presque là. Annetta poussa, un cri déchirant s'échappant de sa gorge, résonnant contre les murs de briques. Un cri qui semblait porter en lui toute la douleur et l'espoir des femmes de Belleville. Et puis ce fut le miracle. Un hurlement aigu, précis, qui fendit l'air glacial de décembre. Un hurlement qui n'avait rien d'un pleur ordinaire, mais qui sonnait déjà comme une déclaration de guerre contre le monde. C'est une fille, annonça Madame Rousseau en enveloppant le nouveau-né dans une couverture usée mais propre. Louis s'approcha, ses yeux de rêveur brillant d'une émotion indescriptible. Il caressa doucement la joue de sa fille, sentant déjà en elle une force extraordinaire. Comment allons-nous l'appeler ? Demanda-t-il à Annetta. Celle-ci, épuisée mais rayonnante, murmura, Édith. Édith Piaf. Un nom qui signifiait « moineau » en argot parisien. Un nom qui semblait déjà porter en lui la promesse d'une destinée hors du commun. Madame Rousseau observait la scène, ses yeux expérimentés analysant cette nouvelle venue. Elle avait vu naître des centaines d'enfants dans ce quartier de Belleville, mais celle-ci était différente. Il y avait en elle quelque chose de particulier, une lumière unique qui semblait la distinguer dès sa première respiration. Le quartier, lui, continuait sa vie. Les marchands ambulants criaient leurs marchandises, les enfants jouaient dans les ruelles étroites, les femmes étendaient leur linge aux fenêtres. Mais un changement subtil s'était opéré. Comme si l'arrivée de cette petite Édith avait légèrement modifié l'équilibre du monde. Louis prit sa fille dans ses bras, la serrant contre lui. Artiste de cirque bohème, il voyait déjà en elle bien plus qu'un simple bébé. Il la regardait comme un compositeur regarde une partition vierge, pleine de possibilités infinies. Tu seras un rossignol, ma fille, murmura-t-il. Tu chanteras et le monde t'écoutera. Annetta, encore affaiblie, esquissa un sourire. Elle qui avait connu tant de difficultés, tant de désillusions, sentait que cette enfant serait différente. Qu'elle porterait en elle une force capable de transcender la misère de leur quotidien. Dehors, le vent de décembre continuait de souffler, porteur de promesses et de mystères. Les pavés de Belleville, témoins silencieux de tant de destins, venaient d'accueillir celui d'Édith Piaf. Une légende était née, sur un trottoir glacial, au cœur d'un quartier qui ne se doutait pas encore qu'il venait de donner naissance à celle qui allait devenir la voix de toute une génération. L'enfance aux marges. Belleville, 1920, une ruelle poussiéreuse. Les premières années d'Édith Piaf furent un tourbillon de contradictions, un balai incessant entre la survie et l'espoir, entre la misère et la promesse d'une vie différente. Belleville, ce quartier populaire de Paris, était bien plus qu'un simple lieu géographique, c'était un monde en soi, un écosystème brutal et vibrant où seuls les plus résilients pouvaient espérer prospérer. Le petit appartement délabré où vivait Émilie, la grand-mère paternelle d'Édith, était un sanctuaire de résilience. Situé au cœur d'un immeuble usé par le temps, avec ses murs écaillés et ses fenêtres aux vitres sales, il était le témoin silencieux de destins brisés et de rêves inassouvis. Émilie Gassion n'était pas une femme ordinaire. Ancienne prostituée ayant survécu aux années les plus sombres de Paris,
elle avait développé une carapace aussi dure que le béton, mais avec un cœur capable des plus tendres attentions. Ses mains, marquées par des années de travail et de lutte, savaient à la fois gifler et caresser avec une égale intensité. La vie, ma petite, répétait-elle souvent à Edith, n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un combat de chaque instant. Ces leçons de vie, Edith les absorba comme une éponge. Dès son plus jeune âge, elle comprit que la survie nécessitait plus que de la force physique, elle demandait de l'intelligence, de la ruse, et surtout, une capacité à se réinventer constamment. Les journées étaient un enchaînement de petits métiers et de mendicité. Edith accompagnait parfois sa grand-mère dans les rues de Belleville, apprenant l'art subtil de toucher la compassion des passants. Émilie lui avait enseigné comment pleurer sur commande, comment moduler sa voix pour obtenir quelques pièces, quelques morceaux de pain. Les apparitions de sa mère, Annetta, étaient aussi rares que précieuses. Chanteuse de rue alcoolique, elle débarquait comme un ouragan, apportant avec elle un mélange de chaos et de tendresse. Ces moments étaient des parenthèses enchantées où Edith redécouvrait le visage d'une mère, ses caresses, ses chansons, avant que celle-ci ne reparte aussi vite qu'elle était venue. Louis Gassion, son père, artiste de cirque au charme vagabond, était une autre figure aussi instable qu'inspirante. Quand il était là, le monde semblait s'illuminer. Il bombardait Edith d'histoires extraordinaires, lui parlant de la scène, de la musique, nourrissant en elle un rêve qui dépasserait un jour les limites étroites de Belleville. « Tu chanteras, ma fille », répétait-il. « Tu chanteras et le monde entendra ta voix. » Ces promesses étaient comme des graines plantées dans un terrain aride. Edith les cultivait secrètement, les nourrissant de sa détermination, de sa soif de quelque chose de plus grand que son quotidien. L'école ? Un luxe auquel elle n'eut que rarement accès. Son éducation fut celle de la rue, dure et sans pitié. Elle apprit à lire dans les journaux abandonnés, à compter en vendant des cigarettes, à comprendre les émotions humaines en observant les clients des cafés où sa grand-mère la traînait parfois. La musique devint rapidement son premier langage. Pas celle apprise dans des conservatoires, mais celle des rues, des cabarets, des coins de rue. Elle commença à chanter pour quelques sous, sa voix déjà unique perçant le brouhaha urbain. Les hivers étaient particulièrement difficiles. Le froid s'infiltrait partout, mordant les os, transformant chaque respiration en un nuage de buée. Émilie et Edith dormaient souvent serrées l'une contre l'autre, partageant leur chaleur, leur survie. Malgré la pauvreté, Émilie veillait à transmettre à sa petite fille plus que des leçons de survie. Elle lui parlait de beauté, de dignité. « Tu es plus que ce que le monde te dit être », répétait-elle. Ces mots prendraient tout leur sens des années plus tard. Les dimanches étaient des moments particuliers. Émilie sortait sa belle robe, celle qu'elle gardait précieusement, et emmenait Edith faire un tour près des boulevards. C'était leur moment de rêve, où elle prétendait appartenir à un monde différent, loin de la misère quotidienne. La musique était partout. Dans les chansons qu'Annetta fredonnait en rentrant, dans les histoires de Louis, dans les complaintes que chantaient les prostituées du quartier. Edith absorba ces mélodies comme d'autres boivent de l'eau, y puisant une force qui la porterait bien au-delà de Belleville. À mesure qu'elle grandissait, sa personnalité se dessinait. Petite, mais dotée d'une présence magnétique. Son regard, déjà, en disait long. Un mélange de détermination, de tristesse et d'espoir qui captivait ceux qui la croisaient. Les années passaient. Chaque jour était une leçon, chaque rencontre une opportunité. Edith Piaf, la petite fille de Belleville, ne se doutait pas encore qu'elle allait devenir la voix d'une génération, le symbole d'une résilience à toute épreuve. Son enfance aux marges était en train de forger ce qui deviendrait sa plus grande force, sa capacité à transformer la douleur en art, la misère en mélodie. La découverte. Paris, 1935, un cabaret enfumé. Paris, en cette année 1935, respirait le jazz et l'espoir. Les rues pavées bruissaient de promesses, et dans les coins sombres de la ville, des destins se tramaient, attendant le moment précis où ils allaient basculer. Le cabaret, le Gerniès, était de ces endroits où la frontière entre la réalité et le rêve devenait floue. Situé dans un quartier malfamé, à l'angle d'une rue étroite du Montmartre, l'établissement était un microcosme brutal et magnifique. Des murs couverts de photographies jaunies, des tables en bois usées par des milliers de verres, une atmosphère constamment enfumée où se mêlait l'odeur du tabac, de l'alcool et des désillusions. Louis Leplay, propriétaire des lieux, n'était pas un homme ordinaire. Ancien chanteur raté, devenu directeur de cabaret, il avait développé un sixième sens pour repérer les talents bruts. Son regard, perçant et intelligent,
scrutait constamment les visages qui passaient, cherchant cette étincelle unique qui transforme un artiste anonyme en légende. Ce soir-là, rien ne semblait annoncer un moment historique. L'hiver parisien mordait les trottoirs, chassant les badauds vers des refuges plus chaleureux. La rue était presque déserte, battue par un vent qui sifflait entre les immeubles comme une mélodie mélancolique. Edith était là, comme tant de fois auparavant. Une silhouette frêle, presque fantomatique, qui se fondait dans le décor urbain. Ses vêtements usés, récupérés on ne sait où, témoignaient d'une vie à la limite de la survie. Mais quand elle commença à chanter, le monde autour d'elle s'arrêta. Sa voix n'était pas simplement un instrument. C'était une force de la nature, un ouragan contenu dans une enveloppe humaine. Brute, déchirante, elle traversait le vacarme urbain comme un couteau à travers du papier. Chaque note racontait une histoire de douleur, de résilience, d'espoir têtu. Les passants s'arrêtèrent. Certains, intrigués, d'autres complètement subjugués. Des hommes au visage marqué par la vie, des femmes au regard las, tous furent instantanément captivés par cette voix qui semblait sortir des entrailles même de Paris. Louis Leplay, installé à une table du fond du Gernhiès, observait la scène. Il était en train de siroter un verre de cognac, perdu dans ses pensées, quand cette voix le fit sursauter. Ce n'était pas un chant ordinaire. C'était une déclaration, un manifeste musical qui parlait de survie, de passion, de vie. Il se leva, ses mouvements devenus soudainement précis, presque militaires. Traversant la rue, il s'approcha d'Edith, qui continuait de chanter, indifférente au monde qui l'entourait. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, interrompant sa performance. Edith, surprise, le regarda. Ses yeux, grands et sombres, contenaient toute une histoire de lutte et de détermination. « Edith » répondit-elle simplement. Leplay sourit. Il venait de comprendre qu'il se tenait face à quelque chose de rare, de précieux. Pas seulement un talent, mais une force brute qui ne demandait qu'à être canalisée. « Voulez-vous chanter au Gernhiès » proposa-t-il. Ce moment allait changer le destin d'Edith. Non, plus que cela, il allait changer le visage de la chanson française. Dans les jours qui suivirent, Leplay prit Edith sous son aile. Il la forma, la poussa à développer son article. Ce n'était pas simplement un directeur artistique, mais un mentor qui voyait en elle bien plus qu'une artiste de rue. « Tu seras la Môme Piaf », décida-t-il. Un nom qui capturait toute la quintessence de Paris, un moineau, petit, apparemment fragile, mais doté d'une force de vie incroyable. Les premières représentations au Gernhiès furent un choc pour le public parisien. Cette petite femme, à la voix puissante comme un tonnerre, chantant des histoires de rue, d'amour, de désespoir. Elle ne performait pas, elle vivait ses chansons. Son répertoire initial était un mélange de chansons traditionnelles et de compositions originales. Chaque chanson devenait une confession, chaque note une blessure mise à nu. Le public était subjugué, ne sachant s'il devait pleurer ou applaudir. Leplay comprit rapidement qu'il ne s'agissait pas seulement de faire de la musique, mais de raconter des histoires. Les histoires de Paris, des laissés pour compte, des rêves brisés et reconstruits. Le destin d'Edith Piaf venait de basculer. De la rue au cabaret, le chemin était court mais vertigineux. Elle qui avait survécu dans les coins les plus sombres de Belleville se retrouvait désormais sous les projecteurs, prête à conquérir le monde. La légende commençait. L'Ascension. Paris, 1940, les années de guerre. Paris était méconnaissable. La ville lumière s'était transformée en une coquille grise, oppressée par l'occupation allemande. Les rues autrefois vibrantes de vie et de liberté étaient désormais silencieuses, peuplées de fantômes et de regards furtifs. L'espoir semblait avoir été rayé de la carte, remplacé par une atmosphère de peur et de résistance sourde. Dans ce Paris occupé, Edith Piaf devint bien plus qu'une chanteuse. Elle devint un symbole, une voix de la résilience française, un murmure de liberté qui traversait les lignes de front invisibles. Son parcours avait déjà été extraordinaire. De la petite fille des rues de Belleville à la star montante des cabarets parisiens, Edith avait appris l'art de la survie. Maintenant, elle allait apprendre l'art de la résistance. Les premières années de l'occupation furent un ballet complexe de survie et de courage. Les cabarets continuaient de fonctionner, mais sous une surveillance constante. Chaque performance était un acte de bravoure, chaque chanson un message codé d'espoir. Edith comprit rapidement que sa voix pouvait être une arme. Non pas une arme de destruction, mais de résilience. Ses chansons devenaient des messages de courage, des récits de vie qui rappelaient aux Français qu'ils étaient vraiment, un peuple de combattants, de rêveurs, d'amoureux.
Elle commença à collaborer avec des membres de la résistance. Pas de manière spectaculaire, mais avec la subtilité qui la caractérisait. Dans les coulisses des cabarets, elle transmettait des messages, aidait des personnes à se cacher, utilisait sa notoriété croissante comme un bouclier. Sa rencontre avec Raymond Assaut, auteur-compositeur, fut déterminante. Assaut vit en Édith bien plus qu'un talent brut. Il la façonna, l'aida à transformer sa voix brute en un instrument de précision. Ensemble, ils créèrent des chansons qui deviendraient des hymnes de l'époque. La vie en rose, sa chanson emblématique, fut composée durant cette période. Plus qu'une simple mélodie, c'était une déclaration d'amour à la vie, malgré l'obscurité qui les entourait. Chaque note était un point levé contre le désespoir, chaque mot une affirmation de l'espoir français. Dans les cabarets clandestins, Édith chantait pour des soldats, des résistants, des gens ordinaires cherchant un moment de répit. Sa voix traversait les tensions, créait des moments de communion impossibles ailleurs. Un Français, un Allemand, tous devenaient égaux face à cette voix qui racontait l'humanité. Sa popularité grandissait. Les Allemands eux-mêmes étaient fascinés. Certains officiers venaient l'écouter, captivés par cette petite femme qui semblait défier le monde rien qu'en chantant. Édith jouait de cette ambiguïté avec une intelligence redoutable. Mais la guerre n'était pas seulement une toile de fond. Elle était une réalité brutale qui touchait chaque aspect de la vie. La faim, le froid, la peur constante. Édith, qui avait connu la pauvreté, comprenait profondément ses souffrances. Elle commença à aider directement des personnes persécutées. Avec l'aide de quelques amis, elle cacha des juifs, des résistants, utilisant ses connexions et sa notoriété comme un bouclier. Ce n'était pas de l'héroïsme spectaculaire, mais une résistance quotidienne, faite de petits gestes courageux. Ses performances devinrent plus qu'un divertissement. C'était un acte politique, une manière de maintenir vivant l'esprit français. Quand elle chantait « Non, je ne regrette rien », bien que cette chanson fût postérieure à la guerre, elle incarnait déjà cette idée de résilience. La musique était sa forme de combat. Chaque chanson était une bataille, chaque concert une stratégie de survie collective. Elle utilisait son art pour rappeler aux Français leur dignité, leur capacité à résister, à espérer. Parallèlement à sa carrière musicale, Édith développa des connexions importantes. Elle rencontra des artistes, des intellectuels, des résistants. Son réseau devint un instrument aussi important que sa voix. Un moment marquant fut sa rencontre avec des soldats français libres. Dans les coulisses des cabarets, elle les écoutait, partageait leurs histoires, transformait leurs expériences en chansons. Ces récits devinrent partie intégrante de son répertoire, donnant une voix à ceux qui avaient été réduits au silence. La libération de Paris en 1944 fut un moment extraordinaire. Édith était au cœur des célébrations, sa voix résonnant comme un cri de victoire. Elle avait survécu, et avec elle, l'esprit français avait survécu. Ces années de guerre forgèrent définitivement son identité artistique. Elle n'était plus simplement une chanteuse, mais une icône nationale. Une femme qui avait transformé la douleur en beauté, la survie en art. Quand les derniers chars allemands quittèrent Paris, Édith Piaf se tenait sur scène, plus grande que nature. Non pas comme une star, mais comme un symbole. Le symbole d'un peuple qui refuse de se laisser abattre, qui chante même dans l'obscurité. Son ascension était bien plus qu'une carrière musicale. C'était l'histoire d'une renaissance, celle d'une femme et d'un pays qui renaissaient de leurs cendres. Les amours perdus. Paris et International, 1947 à 1951. L'amour. Pour Édith Piaf, ce mot n'était pas une simple expression sentimentale, mais un ouragan capable de tout détruire et de tout reconstruire. Et parmi tous ces amours, il en était un qui allait marquer son existence de manière indélébile, Marcel Cerdan. Paris, fin des années 40. La ville renaissait de ses cendres, portée par un élan de vie et de passion. Dans ce monde en reconstruction, Édith Piaf, désormais star internationale, continuait de chercher sa place, son équilibre entre gloire et vulnérabilité. Marcel Cerdan, champion du monde de boxe, représentait tout ce qu'Édith n'était pas et désirait secrètement. Là où elle était petite et fragile, il était massif et puissant. Là où elle portait en elle des années de lutte et de souffrance, il incarnait la force physique et la confiance. Leur rencontre fut comme une explosion. Ce n'était pas simplement une rencontre amoureuse, mais la collision de deux destins extraordinaires. Cerdan, originaire d'Alger, fils d'immigrés, avait lui aussi connu la dureté de la vie. Cette résonance de parcours les rapprocha immédiatement. Édith le vit pour la première fois lors d'un match de boxe.
Il combattait avec une grâce brutale, transformant chaque coup en une sorte de danse mortelle. Dans les yeux de Cerdan, elle vit un reflet de sa propre détermination, de sa capacité à se relever après chaque chute. Leur premier rendez-vous ressembla à une scène de film. Un restaurant parisien, des regards qui se cherchent, une tension électrique. Cerdan, malgré sa réputation de dur, était timide face à cette femme dont la voix avait conquis le monde. Edith, elle, sentait que quelque chose de profond était en train de se jouer. Leur histoire d'amour fut aussi intense que brève. Passionnée, consumante, impossible. Cerdan était marié, père de famille. Edith savait que leur relation défierait toutes les conventions sociales. Mais quand l'amour frappe, les convenances s'effacent. Ils commencèrent par des rendez-vous secrets, des moments volés entre deux tournées, entre deux combats. Edith, habituée à vivre intensément, se jeta dans cette relation comme elle se jetait sur scène, sans filet, avec toute sa passion. Marcel la protégeait. Pas comme un homme protège une femme fragile, mais comme un égal reconnaissant la force de l'autre. Il l'écoutait chanter, admirait sa capacité à transformer la douleur en article. Elle le regardait boxer, fascinée par sa capacité à transformer la violence en grâce. Leurs conversations duraient des heures. Ils parlaient de leurs enfances difficiles, de leurs rêves, de leurs combats. Lui, le boxeur, elle, la chanteuse. Deux artistes de la survie, deux âmes qui s'étaient trouvées dans le chaos du monde d'après-guerre. Mais le destin, toujours cruel avec Edith, attendait son heure. Le 27 octobre 1949, Marcel Cerdan devait participer à un match important aux États-Unis. Edith voulait qu'il vienne la rejoindre, mais il décida de prendre l'avion pour la retrouver plus rapidement. Un DC-4 d'Air France le transportait. L'avion s'écrasa au large des Açores. Marcel Cerdan mourut. Quand Edith apprit la nouvelle, le monde s'arrêta. Sa douleur était si immense qu'elle semblait transcender l'humain. Elle qui avait survécu à tant de choses se retrouvait face à une douleur qu'aucune de ses chansons ne pourrait jamais complètement exprimer. Les mois qui suivirent furent un chaos émotionnel. Edith sombra dans la dépression, l'alcool, la drogue. Sa carrière sembla vaciller. Mais c'est dans ces moments de profonde obscurité qu'elle allait puiser la matière première de son art le plus profond. Elle transforma sa douleur en musique. Des chansons comme « Hymne à l'amour » devinrent des monuments de l'expression sentimentale. Chaque note portait en elle le souvenir de Marcel, chaque mot était un adieu déchirant. Sa vie amoureuse continua, mais jamais plus elle ne retrouva cette intensité. Des relations passagères, des amours brefs qui ne faisaient que souligner l'absence de Cerdan. Les années passèrent. La douleur resta, transformée en une sorte de compagne silencieuse. Marcel était devenu plus qu'un amant, un mythe personnel, une blessure sacrée qu'Edith portait en elle comme une médaille. Son parcours amoureux devint partie intégrante de son article. Elle qui chantait l'amour le chantait maintenant avec la profondeur de celle qui a tout perdu et qui continue de vivre. Chaque performance devenait un acte de résilience, chaque chanson un monument à la capacité humaine de surmonter la douleur. Marcel Cerdan était parti, mais son esprit continuait de danser avec Edith sur toutes les scènes du monde. La gloire internationale. Carnegie Hall, New York, 1950. Les prémices d'un triomphe. La lumière tremblotante des projecteurs de Carnegie Hall baignait la scène d'une aura presque surnaturelle. Ce soir-là, New York retenait son souffle. Edith Piaf, cette petite femme venue des trottoirs de Belleville, allait défier les frontières musicales et culturelles. L'histoire de son voyage jusqu'à ce moment était déjà légendaire. Née dans la pauvreté la plus totale, ayant survécu à des conditions qui auraient brisé n'importe qui d'autre, elle représentait bien plus qu'une simple chanteuse. Elle était un symbole de résilience, de passion, et de l'esprit français qui refusait de se laisser abattre. Son manager, Raymond Assau, l'avait préparée pendant des mois. Chaque note, chaque respiration, chaque mouvement sur scène avait été méticuleusement chorégraphié. Mais Edith savait que la véritable magie ne pouvait pas être planifiée, elle venait de l'âme. La préparation. Dans sa loge, Edith se maquillait lentement. Ses mains, autrefois utilisées pour la survie dans les rues de Paris, maintenant couvraient ses traits d'une élégance presque théâtrale. Elle portait une robe noire simple mais élégante, un choix qui reflétait sa philosophie, la beauté se trouvait dans la simplicité, dans l'authenticité. Les souvenirs affluaient. Marcel Cerdan, son grand amour disparu, aurait été fier. Les années de guerre, la résistance, ses performances dans les cabarets clandestins, tout l'avait préparé à ce moment. L'entrée en scène.
Quand elle monta sur scène, un silence absolu tomba sur la salle. Les New-Yorkais, habitués aux grandes performances, sentaient que cette soirée serait différente. Edith ne chantait pas. Elle racontait des histoires. Chaque chanson était un fragment de sa vie, chaque mot une cicatrice, chaque mélodie un espoir. La vie en rose, son hymne personnel, résonna dans la salle, transformant l'espace en un lieu d'intimité émotionnelle. Sa voix, rauque, puissante, vulnérable, franchissait les barrières linguistiques. Le public américain, initialement sceptique, fut rapidement conquis. Ce n'était pas seulement de la musique, c'était une expérience profondément humaine. Un dialogue avec le public. Entre les chansons, Edith parlait. Son anglais approximatif et son accent charmaient l'assistance. Elle racontait des bribes de son histoire, Belleville, sa mère chanteuse de rue, son père artiste de cirque. Chaque anecdote tissait un lien plus profond avec son public. Les arrangements musicaux, réalisés par de grands musiciens américains, donnaient une dimension nouvelle à son répertoire. Le jazz américain rencontrait la chanson française, créant une fusion musicale unique. Les réactions. Les critiques new-yorkais, généralement difficiles à impressionner, furent unanimes. Le New York Times écrivit « Piaf n'est pas une chanteuse. C'est un phénomène. Elle ne se contente pas d'interpréter une chanson, elle la vit, la déchire, la reconstruit à chaque représentation. » Des personnalités comme Frank Sinatra, présentes ce soir-là, furent profondément touchées. Sinatra lui-même dira plus tard que Piaf lui avait montré ce qu'était véritablement chanter, raconter une histoire avec son cœur. Au-delà de la musique. Cette soirée à Carnegie Hall dépassait le cadre d'un simple concert. C'était un moment historique où la culture française s'affirmait sur la scène internationale. Edith Piaf devenait plus qu'une artiste, elle était une ambassadrice, une voix pour ceux qui n'en avaient pas. Sa performance célébrait la survie. Chaque note rappelait son parcours, des rues de Belleville aux plus grandes scènes du monde. Elle était la preuve vivante que les rêves, aussi impossibles soient-ils, pouvaient devenir réalité. La fin du concert. Quand les dernières notes s'éteignirent, la salle explosa. Une standing ovation qui dura plusieurs minutes. Edith, émue, les larmes aux yeux, comprit que ce soir-là, elle avait fait plus que chanter, elle avait touché des âmes. Dans les coulisses, épuisée mais triomphante, elle murmura, « La musique n'appartient à personne. Elle appartient à ceux qui en ont besoin. » Ce soir-là, à Carnegie Hall, Edith Piaf était devenue une légende mondiale. Le déclin. Paris, 1960, les dernières années. Les ombres de la gloire. La gloire, cette maîtresse capricieuse, commençait à s'éloigner d'Edith Piaf. Les lumières des projecteurs, autrefois si éblouissantes, semblaient maintenant la consumer de l'intérieur. Ces années de vie intense, de passion dévorante, laissaient leurs marques indélébiles sur son corps frêle et sur son âme tourmentée. À 44 ans, Edith ressemblait déjà à une femme bien plus âgée. Les années de performance, les nuits sans fin, les alcools, les médicaments avaient transformé celle qui fut autrefois la rose de Paris en une fleur fanée mais toujours aussi puissante. La douleur physique. La maladie était devenue sa compagne la plus fidèle. Le cancer, ce visiteur silencieux et impitoyable, s'était installé dans son corps comme un locataire indésirable. Les traitements s'enchaînaient, brutaux et inefficaces. Chaque séance de radiothérapie était un combat, chaque injection un acte de résistance. Ses médecins, à la fois admiratifs et impuissants, la regardaient lutter avec une combinaison de respect et de tristesse. Comment cette femme, qui avait survécu à tant d'épreuves, pouvait-elle être ainsi rattrapée par son propre corps? Les dépendances. L'alcool et les médicaments étaient devenus ses béquilles. Non pas par faiblesse, mais comme un moyen de continuer à survivre, à performer. Chaque verre de cognac, chaque pilule était un acte de défi contre la douleur, contre la mort qui rôdait. Ses amis proches la voyaient s'enfoncer dans ce cycle infernal, impuissant. Jacques Pil, son ex-mari, venait parfois la voir, portant un mélange d'amour et de désespoir. Leurs conversations étaient des battles silencieuses, des tentatives de se raccrocher à ce qui fut autrefois leur amour. La musique comme dernier refuge. Malgré tout, la musique restait son ultime refuge. Quand la douleur devenait trop intense, quand le monde semblait se refermer, Edith se réfugiait dans ses chansons. Chaque performance était devenue un exercice de volonté pure, un combat contre la maladie. Dans les studios d'enregistrement, elle continuait à créer. Sa voix, bien que moins puissante, portait encore cette intensité émotionnelle qui l'avait rendue célèbre.
Des chansons comme « Les Trois Valses » ou « Autumn Leaves » devenaient des témoignages de sa résilience. Les souvenirs et les fantômes. Marcel Cerdan hantait toujours ses pensées. 20 ans après sa mort, l'amour de sa vie restait une blessure ouverte. Dans ces moments de lucidité, elle parlait encore de lui, de ce boxeur qui avait transformé sa vie en une histoire d'amour légendaire. Sa fille Marcelle, qu'elle avait perdue jeune, était un autre fantôme qui la poursuivait. Les regrets, les non-dits, les années perdues pesaient lourd dans son cœur de mère. La solitude de la célébrité. La célébrité, qu'elle avait tant poursuivie, était devenue une prison dorée. Les admirateurs étaient là, mais l'intimité se faisait rare. Chaque sortie était un spectacle, chaque moment personnel exposé aux yeux du monde. Ses amis les plus proches, Théo Sarapo, son jeune mari, restaient à ses côtés avec une dévotion remarquable. Il était plus qu'un époux, il était un gardien, un protecteur contre le monde extérieur qui la consumait. Les derniers concerts. Chaque concert était un défi. Edith montait sur scène, titubante mais digne. Son corps la trahissait, mais son esprit restait indomptable. Le public, conscient de sa lutte, l'accueillait avec une tendresse mêlée de respect. À Olympia, ce temple de la musique française qu'elle avait tant de fois rempli, ses apparitions étaient devenues des événements presque mystiques. Les spectateurs retenaient leur souffle, sachant qu'ils assistaient peut-être à ses dernières performances. La confrontation avec la mort. La mort, Edith la regardait droit dans les yeux. Elle qui avait survécu à tant de choses, la pauvreté, la guerre, les pertes, se trouvait maintenant face à son ultime combat. Dans ces moments de lucidité, elle réfléchissait à sa vie. Belleville, les rues de son enfance, semblaient si loin maintenant. De la petite mendiante au trottoir de Paris à la star internationale, quel chemin parcouru. L'acceptation. Petit à petit, Edith commençait à accepter l'inévitable. Non pas avec peur, mais avec cette même intensité qui avait caractérisé toute sa vie. Elle préparait ses derniers adieux, pas seulement à sa famille ou à ses amis, mais au monde entier. Ses dernières compositions parlaient de la vie, de l'amour, de la mort. Chaque note était un testament, chaque mot une ultime déclaration. Le crépuscule. Les médecins parlaient désormais de mois, peut-être de semaines. Mais Edith Piaf ne se rendait pas. Elle continuait à vivre, à aimer, à chanter. Son dernier combat était peut-être son plus grand spectacle. L'héritage. Le dernier voyage d'une légende. Les ombres de Marseille. Marseille, cette ville portuaire aux reflets méditerranéens, semblait avoir revêtu sa plus sombre parure ce 10 octobre 1963. Le ciel, habituellement d'un bleu azur, était aujourd'hui gris, comme si la nature elle-même pressentait l'imminence d'un départ qui allait bouleverser le monde de la musique. Dans la clinique des radieux, les murs blancs dissimulaient mal l'intensité dramatique des derniers instants d'Edith Piaf. Sa chambre, ordinaire et froide, contrastait étrangement avec l'extraordinaire parcours de la femme qui y reposait. Les médecins, impuissants face à la progression inexorable de son cancer, observaient en silence. Edith était devenue une ombre d'elle-même. Ses traits, autrefois marqués par une intensité presque sauvage, étaient désormais creusés par la maladie, par des années de passion, de douleur et de combat. Chaque respiration semblait être un défi lancé à la mort, chaque battement de cœur une ultime protestation contre l'inévitable. Les fantômes du passé. Dans ces moments de semi-conscience, les souvenirs défilaient comme des images fragmentées. Belleville, ce quartier qu'il avait vu naître, résonnait encore dans sa mémoire. Le visage de sa mère, Annetta, usé par la vie et l'alcool. Son père, Louis Gassion, avec ses histoires de cirque et ses rêves démesurés. Sa grand-mère Émilie, dont les mains rugueuses avaient été son premier refuge. Elle revoyait les rues pavées, les cabarets enfumés, les nuits de Paris qu'il avait transformées d'une petite mendiante en une icône internationale. Chaque étape de sa vie était un combat, chaque chanson une cicatrice mise à nu. Marcel Cerdan traversa son esprit. Ce grand amour, ce boxeur à la virilité éclatante qui avait fait battre son cœur comme jamais auparavant. Sa mort tragique dans un accident d'avion l'avait marqué à jamais, laissant une blessure qui ne se refermerait jamais complètement. La dernière mélodie. Les infirmières murmuraient. Elles savaient qu'elles étaient en présence d'une légende, d'une femme qui avait traversé le XXe siècle comme un météore, illuminant tout sur son passage. Sa voix, ce don unique qui avait fait trembler les plus grandes scènes du monde, n'était plus qu'un souffle. Mais quel souffle! Même affaiblie, elle conservait cette puissance émotionnelle qui l'avait toujours caractérisée.
Un médecin s'approcha, vérifiant les constantes vitales. Il savait que chaque minute était désormais précieuse, que chaque seconde comptait. Réminiscence d'une vie extraordinaire. Les années de guerre lui revinrent. Paris occupé, ses chansons comme des actes de résistance, sa voix défiant l'oppression. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, sa chanson emblématique, prenait aujourd'hui un sens encore plus profond. Elle avait traversé les frontières, conquis les États-Unis, chanté dans les plus prestigieuses salles du monde. De Carnegie Hall à l'Olympia, partout son nom était synonyme de passion, de vérité crue. Les addictions, les amours tumultueuses, les blessures physiques et émotionnelles, tout cela avait forgé son article. Chaque ride de son visage racontait une histoire, chaque note de ses chansons était un fragment de son âme. L'ultime conversation. Un dernier visiteur entra. Jacques Canetti, son ami et producteur de longue date, s'approcha doucement. Entre eux, les mots n'étaient plus nécessaires. Un regard suffisait à transmettre des années de complicité, de compréhension mutuelle. Il prit sa main, glacée. Edith esquissa un sourire, ce sourire qui avait traversé les décennies, qui avait fait fondre les cœurs les plus endurcis. Le moment suspendu. Les minutes s'écoulaient. Le silence de la chambre était presque assourdissant. Un rayon de soleil perça soudainement les nuages, illuminant fugacement le visage d'Edith. Sa respiration devenait de plus en plus faible. Les battements de son cœur, autrefois si intenses, s'espaçaient. L'envol. À 47 ans, Edith Piaf allait rejoindre les légendes. Elle qui était née dans la rue, qui avait survécu à tout, qui avait chanté les joies et les peines de toute une génération, s'apprêtait à faire son dernier voyage. Un dernier souffle. Un dernier murmure. Puis le silence. La petite môme de Belleville venait de s'envoler. L'héritage. Ce 10 octobre 1963, le monde de la musique perdait plus qu'une artiste. Il perdait une âme, un symbole, un mythe vivant. Edith Piaf laissait derrière elle un héritage immense. Plus que ses chansons, elle léguait une histoire de résilience, de passion pure, de vie intense. Elle avait montré que l'art peut transcender la souffrance, que la musique peut être une forme de rédemption. De Belleville à l'international, des rues pavées aux plus grandes scènes du monde, elle avait écrit sa légende. Non pas avec de l'encre, mais avec sa voix, son cœur, son âme. Et ce jour-là, le 10 octobre 1963, à Marseille, une étoile s'éteignait. Mais sa lumière, elle, demeurerait éternelle. Fin.